attendons vos questions dès maintenant sur cette page Facebook. Marie-Hélène Amiable y répondra en direct ici même dans les secondes qui viennent. Bonsoir Madame le maire. Bonsoir. Merci de nous recevoir à l'Hôtel de Ville pour cette plus de ce 10e rendez-vous numérique. Tout de suite, une question qui a été posée dans la journée par Marjorie. Elle dit: j'ai vu sur votre post Facebook, elle a vu sur votre post Facebook concernant la visite des chantiers de la ville hier que vous avez faite. Elle demande si nous pourrons profiter du parc des sports bientôt. Ah, oui. Effectivement, hier, nous avons fait une visite des chantiers avec les élus et les services municipaux, et j'ai notamment évoqué le parc des sports, puisque maintenant le projet est très bien avancé, hein, le comblement des carrières. En fait, il y a eu des très gros travaux de comblement des carrières. C'est aussi pour ça qu'on le rénovait, hein, puisqu'il était devenu instable à cause de fontis, de carrières, etc. Donc maintenant, il avance très bien, les carrières sont comblées. On va passer, donc on est en train de faire le tapis, ce qu'on appelle le tapis, et ensuite on passera donc à la piste d'athlétisme et puis à la pelouse. Donc normalement fin juin, début juillet, les travaux seront terminés. Donc les sportifs, dès la rentrée prochaine, au mois de septembre, pourront retrouver la piste d'athlétisme et puis aussi le stade, quoi, qui va permettre et aux footeux et aux rugbyman de pouvoir s'entraîner. Donc c'est un très beau projet pour voilà, permettre une plus grande pratique sportive dans la ville. Donc oui, ça avance très bien. On tient le bon bout, Marjorie, ça vient. Une question de Marie, qui est une maman d'élève. Ma fille va à l'école Albert Petit, car nous habitons rue Jean-Baptiste Fortin. Pourquoi ne puis-je pas l'inscrire l'année prochaine dans la nouvelle école Rosenberg? Alors, on va livrer donc une nouvelle école, hein, l'école Rosenberg, au mois de septembre, dans le centre-ville. Et puis en 2020, on livrera dans le nord l'école Niki de Saint-Phal. Pourquoi? On ne peut pas mettre évidemment toutes les familles et tous les élèves dans la nouvelle école Rosenberg, dans la rue Jean-Baptiste Fortin. Je n'ai pas le numéro exact où habite cette dame, mais il y a une partie des habitants donc, qui vont continuer donc, à aller à Albert Petit, une autre partie qui iront donc dans la nouvelle école. La nouvelle école va accueillir pour la rentrée à peu près 300 nouveaux élèves. Donc bien sûr, il faut continuer à faire une sectorisation scolaire. Ça va permettre bien sûr quand même de décharger l'école élémentaire Albert Petit, hein, qui au lieu de 17 classes devrait passer donc à 14 classes et permettre donc de meilleures conditions d'enseignement pour les enfants. Mais évidemment, une sectorisation scolaire, c'est toujours un peu compliqué et complexe. Il faut bien sûr voilà, permettre, ce qu'on a essayé de travailler, c'est la proximité, mais aussi la mixité. Et dans la mixité, c'est la mixité, bien sûr, des catégories socio-professionnelles des familles qui fréquenteront cette école, mais aussi la mixité entre les nouveaux habitants et celles et ceux qui sont balnéolais aujourd'hui. Donc, toutes les classes ne seront pas encore ouvertes tout à fait à la rentrée, hein, parce qu'il y a 15 classes et que nous avons demandé l'ouverture de 12 classes, mais il va y avoir à l'avenir aussi de futurs programmes, hein, vers Blanchard, Croizat-Fortin. Il faudra pouvoir, nouveaux programmes de logement, pardon, et il faudra bien sûr pouvoir accueillir aussi à l'avenir ces nouvelles familles. Donc je comprends que cette famille soit évidemment peut-être un petit peu déçue de ne pas pouvoir aller dans cette nouvelle école, mais en tous les cas l'école Albert Petit, puisque elle va respirer un peu plus, tout à fait. Une question de Jean-Luc, et c'est pas le seul à en parler sur Facebook. Il est très gêné, pour le moins, par les nuisances des travaux du Grand Paris Express. Il parle du bruit, il parle de la poussière. Je résume un peu son propos parce que il a écrit un message assez long. Il demande s'il y aura bientôt une information avec les riverains pour parler tous ensemble de ces travaux et malheureusement des nuisances qui vont avec. Alors, je comprends, hein, ce qu'évoque ce monsieur, parce qu'effectivement, les travaux du réseau du Grand Paris sont des travaux gigantesques. Hein. Quand on avait fait la fête du tunnelier, je crois que les habitants avaient pu aller voir sur place l'ampleur de ces travaux, qui sont aussi des travaux qui vont durer, hein, puisque la livraison est prévue en 2025. Nous travaillons avec la Société du Grand Paris, hein, qui est le maître d'œuvre de cette opération de transport, à ce que évidemment les horaires de chantier soient respectés, même s'ils sont
quand même assez étendue, et je pense que c'est ce qu'évoque particulièrement cette personne, parce qu'aujourd'hui ça commence à peu près dès 6 h le matin et ça va parfois jusqu'à 22 h, même si l'opérateur essaye vraiment de faire les travaux les plus nuisants, pas très tôt ou pas très tard le soir. Moi j'ai alerté plusieurs fois la Société du Grand Paris, avec laquelle on est très en contact sur ces questions, et donc il y aura une nouvelle information. J'ai demandé à la Société du Grand Paris qu'on puisse refaire une réunion en direction des riverains pour que voilà, celles et ceux qui sont vraiment en proximité du chantier puissent exprimer voilà, leurs difficultés et leurs inquiétudes, et qu'on puisse trouver évidemment des compromis. On ne va pas arrêter les travaux du métro, mais il faut que ça soit acceptable et respectueux pour les riverains le plus possible. Alors il y a aussi Christophe Millot qui nous a envoyé 2 questions qui sont un petit peu différentes, donc on va les poser l'une après l'autre. La première, pouvez-vous faire en sorte que la balayeuse CityCat passe une fois par semaine au moins rue Dampierre? Cette rue est très sale, surtout au débouché de la rue de la République. Les gens y jettent des tas de choses. Et oui, alors il y a le tabac qui est juste à côté, hein, le tabac presse, donc je pense qu'il y a aussi pas mal de... des jeux à gratter. Ouais, voilà. Ça ne me surprend pas, parce que c'est effectivement ça qu'on constate de manière régulière. Donc il y a des efforts importants dans le centre-ville pour voilà, essayer que le centre soit agréable et propre. Et il y a d'ailleurs un îlotier, hein, il y a quand même un agent qui fait de l'îlotage, donc qui est dédié en permanence au centre-ville. C'est vrai dans d'autres endroits de la commune. Donc j'entends effectivement la remarque. S'il faut aussi, c'est qu'on arrive à ce qu'il y ait moins d'incivilité, à ce que les corbeilles qui sont à disposition soient utilisées, voilà, pour pas aussi qu'on dégrade la ville au quotidien. Mais j'entends voilà, cette proposition. En tous les cas, il y a quelqu'un qui est dédié, qui passe tous les jours dans le centre-ville, en plus de la machine. Mais il faut que les gens soient responsables aussi, c'est sûr qu'on ne peut pas être derrière chaque habitant. La deuxième question de Christophe, elle porte toujours sur la place Dampierre, en l'occurrence. Il aimerait qu'elle soit plus calme en soirée et la nuit. L'été dernier, il y a eu de fréquents attroupements qui étaient nocturnes, bruyants. Et il reconnaît quand même que la vidéosurveillance a apporté du mieux. Oui, alors je crois que la vidéoprotection, depuis son installation, moi les retours que j'ai de la part des riverains, c'est vraiment et des parents d'élèves aussi de l'école Paul Langevin, c'est vraiment une nette amélioration de l'occupation un petit peu illicite de la place. Donc ça nous sert à ça. D'ailleurs, la vidéoprotection, on en a déployé en 2018, on va continuer à en déployer en 2019 dans des endroits qu'on a repérés comme voilà, plus difficiles que d'autres, et ça nous sert évidemment, et ça sert notamment, c'est utile pour les forces de l'ordre, hein, pour pouvoir mener leurs enquêtes. Donc on est effectivement très attentif à ces questions d'occupation un peu illicite de l'espace public qui gêne la tranquillité des riverains. Je voudrais quand même redire aussi, n'hésitez pas à appeler le commissariat de Bagneux ou à faire le 17 pour signaler les dysfonctionnements. C'est aussi important de solliciter l'intervention des forces de police quand les limites sont dépassées. Très bien, les questions commencent à arriver sur Facebook, c'est très bien, continuez. Là, c'est une question de Leïla, qui est une nouvelle habitante. Bienvenue alors. À Bagneux. Elle souhaiterait savoir si des ouvertures de crèches sont prévues, et aussi concernant le stationnement, y a-t-il des mesures pour accroître l'offre de stationnement? Alors on a ouvert une nouvelle crèche au mois de septembre 2018, donc de 2 fois 45 berceaux, donc c'est tout récent. On inaugure demain soir la crèche Babylou, qui est une crèche privée là, mais qui vient d'ouvrir et qui est aussi inaugurée demain soir, donc qui est plutôt une crèche là d'entreprise, dans le sens où c'est les entreprises qui cotisent en fait pour permettre. Elle est ouverte à tout le monde ? Elle est plutôt ouverte à celles et ceux qui sont salariés, dont l'entreprise cotise pour en gros réserver des berceaux pour les enfants de leurs salariés. Donc on va rentrer aussi dans la phase là, de déploiement des travaux à la crèche des Rosiers, puisque vous savez peut-être qu'on a
c'est une ancienne crèche départementale qui a été municipalisée, donc où il y a des travaux importants à faire. Donc elle a bien sûr été fermée, mais là des travaux vont commencer. Alors bien sûr, il n'y a jamais assez de place pour répondre à toutes les demandes. Je voudrais aussi dire que rue de Verdun, à l'angle de la rue de Verdun et de la rue Chopin, les travaux du relais d'assistante maternelle du nord de la ville dont on parlait depuis un moment, ça a été un petit peu compliqué sur les démarches administratives, mais ça y est, les travaux ont commencé depuis une quinzaine de jours maintenant. Donc il y a vraiment des efforts qui sont déployés. Je voudrais aussi en profiter pour dire qu'à côté de l'offre collective, il y a aussi un réseau d'assistantes maternelles sur la ville qui sont aussi des personnes de confiance que vous pouvez contacter. Et notre relais, justement, permet de vous mettre en contact aussi avec ces nounous, comme on les appelle, qui sont aussi des personnes de qualité, qui font du bon travail. Et il y avait une deuxième question. Oui, c'est vrai qu'elle parlait aussi sur le stationnement. Parce qu'on peut accroître l'offre de stationnement. Alors, accroître l'offre de stationnement, c'est compliqué parce que l'espace, on ne peut pas le bouger. Ce qui est important, c'est qu'on puisse utiliser le stationnement souterrain qui existe dans la ville. Et il y a chez de nombreux bailleurs, notamment de logements sociaux, il y a des parkings souterrains qui existent, qui sont parfois utilisés qu'à 50%. Donc il y a besoin aussi de remettre la voiture dans ces stationnements souterrains. C'est évidemment une vraie question parce que souvent c'est lié, les locataires ne prennent pas ces parkings parce que c'est lié au coût de loyer de ces parkings qui sont parfois trop élevés. Et donc c'est des discussions que j'ai avec les bailleurs en disant peut-être qu'il faut faire un effort en baissant un peu le coût du loyer pour que les locataires, en tous les cas, qui ont cette possibilité-là, puissent les utiliser et libèrent de l'espace public pour les autres. Ce qui est clair, c'est que là, on a mis du stationnement réglementé, payant, qui est à 15 € par mois pour les résidents de Bagneux. On voit que ça a libéré de l'espace, ça fait partir les voitures ventouses, etc. Donc, voilà. Et ça a incité certains qui avaient un parking mais qui ne l'utilisaient pas à l'utiliser pour ne pas payer de stationnement payant en plus de. Mais c'est vrai que je ne sais pas si cette personne habite dans le nord de la ville, mais dans le nord de la ville, c'est particulièrement compliqué parce que entre les travaux de la ZAC, donc les travaux de construction de nouveaux logements ou d'immeubles d'activité, et les travaux des transporteurs, de la RATP, de la Société du Grand Paris, ça a créé quand même ça a supprimé des places. Et ça, c'est une réalité qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure de régler immédiatement. Mais maintenant, tout ce qui se construit, il y a obligation de construire du stationnement souterrain, ce qui n'était pas le cas, évidemment, dans les années 60, 70 jusqu'à 80. Une question de Candy Di Coco, c'est sans doute un pseudonyme, je suppose. Une ludothèque est-elle prévue à Bagneux ? Alors, une ludothèque, en tous les cas, la réflexion que nous avons... Alors, je voulais dire qu'il y a une ludothèque mobile qui s'est mise en place avec des habitants bénévoles et qui donc fonctionne et va, alors en ce moment en hiver, dans des salles ou dans des écoles. La dernière fois, c'était à l'école Joliot-Curie, par exemple, il n'y a pas très longtemps. Et qui fonctionne pendant l'été en extérieur et donc qui se déplace dans la commune. Sur une ludothèque plus fixe, je veux dire, c'est une réflexion que nous avons parce qu'on sait que c'est une demande, notamment sur les espaces qui pourraient être des espaces partagés dans la future école Niki de Saint-Phal dans le nord de la ville où on aimerait bien une des salles puisse éventuellement être une ludothèque de quartier. Je pense que ça serait une bonne option. Pour emprunter des jeux ou pour jouer sur place ou les deux ? Pour jouer sur place ou emprunter des jeux, oui. D'accord. Une question de Camélia, postée il y a quelques secondes sur Facebook. Sur le chantier de la rue de Verdun, entre la Pierre Plate et Anatole France, il y a des échafaudages qui masquent la visibilité des piétons et des voitures. Les enfants sont sur la route car il est difficile de traverser aux sorties d'école. Que peut-on faire ? Alors, je pense que cette personne parle je vois bien d'où elle parle. Normalement, il y a un marquage assez clair des cheminements qu'on doit emprunter, mais visiblement pas suffisamment. Donc, on va examiner. J'entends l'alerte
de cette personne, donc qui dit qu'en fait c'est aujourd'hui dangereux, je pense que c'est ce qu'il évoque. Les enfants marchent sur la route d'après donc voilà, on va regarder cette question-là, vous me la laissez, je la garde pour qu'on puisse l'examiner. Enfin, excusez-moi de vous la prendre comme ça en direct, mais comme ça je l'aurai pour demain. Au moins c'est voilà, en direct de celle qui interroge. Voilà, qu'on aille voir, on va aller revoir sur place. Et donc Camélia aura sa réponse. Une question de Nafi Baldé. Bonsoir. Lorsqu'une personne a été expulsée de son logement 1 an et demi plus tard, quelles sont les solutions que vous, elle souligne le vous, pouvez lui apporter en espérant une réponse de votre part? Alors, je vais donner une réponse. Je ne sais pas si, évidemment, ça ne sera pas forcément une réponse positive. Peut-être expliquer quand il y a des locataires qui sont expulsés de leur logement. Je ne sais pas si c'est le cas de cette dame, mais c'est souvent pour des dettes de loyer. Évidemment, c'est une situation qui est compliquée parce qu'une fois que l'expulsion a eu lieu, pour reloger une personne qui a été expulsée d'un logement social, vous vous doutez bien que c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de bailleurs qui sont très enclins à accepter comme candidat quelqu'un qui a été en situation difficile et qui n'a pas honoré ses loyers à un moment. Ce qu'il faut absolument faire, c'est faire un dossier DALO, qui est le dossier du droit au logement opposable, qui fait qu'on devient prioritaire et quand on a été expulsé de son logement, normalement, donc la préfecture qui instruit les dossiers ne peut pas refuser un dossier à une personne en situation comme ça de précarité suite à une expulsion. J'ai vraiment envie de dire que c'est la marche qu'il faut suivre parce que c'est celle la plus efficace pour arriver à retrouver un logement. Mais sur le fond, c'est pour ça que moi je me bats pour que voilà, il n'y ait pas d'expulsion. Parce que quand on est obligé, sauf quand c'est des personnes de mauvaise foi, évidemment, pour des troubles de voisinage, ou des personnes qui empoisonnent la vie de tout l'immeuble, bien sûr. Mais quand c'est des personnes qui sont en difficulté économique et sociale, ben, on se retrouve comme cette dame, je ne sais pas si elle parle d'elle ou de quelqu'un d'autre, mais voilà. On se retrouve dans des situations où les gens vivent dans une précarité extrême et que parfois, voilà, il faut mieux réfléchir à comment on aide les gens à être maintenus dans leur logement et rester que voilà, de se retrouver dans des situations comme cette personne où on sait bien qu'en attendant d'avoir un nouveau logement, ben, c'est d'hébergement ou d'émergement, parfois à l'hôtel, parfois au 115 où tout le monde le sait, mais c'est saturation absolue et les personnes doivent appeler pendant des heures et des heures pour espérer qu'on leur offre une nuitée d'hôtel. Donc voilà, c'est une situation qui est difficile mais que BAME ne peut pas régler toute seule. Donc voilà, en tous les cas, moi, voilà, la fin de la trêve hivernale, elle va bientôt arriver, donc au mois de mars, et moi je reprendrai un arrêté pour dire qu'on n'expulse pas les familles qui sont en situation de difficultés économiques et sociales, parce que c'est souvent à cause de ça qu'elles sont expulsées, c'est la voie vers l'exclusion, et après on dit il y a plein de gens dans la rue. Ben oui, mais si on commençait à leur permettre de garder leur toit, ça serait quand même, c'est ça l'objectif d'une nation comme la France, me semble-t-il. Mais ces arrêtés que vous prenez chaque année, ils sont cassés par les tribunaux voilà, chaque année également. Tout à fait. Ouais, ben là, pour le coup, la justice va très vite. Je suis déférée par le préfet au tribunal extrêmement rapidement. Il y a d'autres fois, quand les citoyens ont besoin qu'on rende justice, c'est beaucoup plus long. Mais bon, je le laisse à votre appréciation. Ça fonctionne comme ça. Une question de Dalila. Bonjour, je n'ai pas pu être à la réunion sur le projet de rénovation de l'avenue Albert Petit qui a eu lieu la semaine dernière. Je ne sais pas comment avoir des informations sur la réfection et la réhabilitation de cette voie. Alors, il y a un compte-rendu qui a été mis sur le site internet de la ville où vous pouvez retrouver l'ensemble de la discussion sur l'avenue Albert Petit rapidement. Ça sera une réhabilitation en 3 années. On va commencer déjà par le haut de l'avenue de la République, en gros vers la place du 13 octobre jusqu'à la Maison des Arts pour situer voilà, la première phase. Après, donc, une seconde phase jusqu'à l'école Maurice Thorez et puis ensuite jusqu'au bout. Ouais, voilà. Donc une réflexion qui a pour objet évidemment de reprendre complètement la voirie, de reprendre complètement les stationnements, de conserver les arbres, tous les arbres que nous pouvons conserver. C'est une avenue aussi assez majestueuse avec des grands arbres, donc on conservera
le maximum d'arbres. On replantera ceux qui sont dangereux, qui peuvent être dangereux. Je sais qu'il y a, si vous vous promenez à pied, vous voyez bien, toutes les bordures des arbres sont compliquées aujourd'hui. C'est parfois... il y a besoin de travaux. Voilà, on risque de se casser un peu la figure sur les trottoirs. Donc l'objectif, c'est de... Mais donc tout le compte-rendu est sur le site de la ville. Bagneux92.fr. Voilà. Un habitant nous envoie cette question. Est-ce qu'il y a des discussions en cours avec la région au sujet d'une hypothétique prolongation de la ligne 4 au-delà de la station Lucie-Aubrac? Alors, il y a des discussions un peu compliquées, avec la région, mais oui, non, c'est-à-dire que c'est quelque chose, moi j'avais proposé à mes collègues maires des villes voisines, voilà, qu'on fasse cette proposition de prolonger la ligne 4 avec une seconde station donc, à Bagneux, mais qu'on puisse aller jusqu'au Plessis-Robinson en fait, et prendre la branche qu'on appelle B2 là, du RER. Donc on a demandé en fait ensemble à la région Île-de-France, à Valérie Pécresse, donc, de pouvoir mener une étude de faisabilité. Donc pour l'instant ça n'a pas été, voilà, on n'a pas reçu un écho favorable. On continue à le demander parce qu'on pense que c'est vraiment un projet d'avenir qui évidemment continuera à desservir Bagneux, mais desservirait aussi toutes nos communes voisines de notre territoire, de Vallée Sud, Grand Paris, puis aurait aussi pour mérite de décharger cette branche du RER qui fonctionne quand même pas très bien. Oui. Voilà, donc on continue. Voilà, on pense à un projet d'avenir, mais il faut penser à l'avenir. Et ça prend beaucoup de temps, ces chantiers-là, donc si on n'y pense pas maintenant, c'est autant de perdu à l'arrivée. Une question de José qui habite avenue Louis Pasteur. Vous aviez parlé, Madame le maire, d'embellir le parc Cosson. Pouvez-vous m'en dire plus? Oui, alors le parc Cosson, moi j'ai souvent discuté avec, avec des mères de famille, avec des nounous, avec qu'emmènent les enfants, notamment dès que les beaux jours arrivent, sur ce parc et la nécessité de l'améliorer, d'en faire un parc aussi plus vert, quelque chose de plus agréable. On aura une réunion publique, donc j'invite cette personne, mais en fait, du coup tous les habitants qui sont en proximité dans le nord de la ville à venir le 11 mars. On discutera de la rénovation de ce parc qu'on va faire donc en 2019, mais aussi du parc Robespierre qui est aujourd'hui occupé par le tunnelier. Mais vous savez que l'objectif, c'est que ce parc Robespierre renaisse à nouveau ensuite. Et donc, on discutera aussi du projet que nous voulons pour le futur parc du parc Robespierre à la fin des travaux du Grand Paris. Donc, ça sera une réunion pour discuter de ces deux espaces qui sont les poumons verts du quartier. Donc on pense que en tous les cas sur Cosson, tout de suite, on peut en faire quelque chose de beaucoup plus agréable. On ait plus de plaisir à venir et beaucoup plus vert, j'allais dire plus naturel qu'il ne l'est aujourd'hui. Et c'est des travaux qui sont dans le budget 2019. Voilà, sur Cosson, c'est le budget 2019, tout à fait. Une question de Claude qui concerne aussi un espace vert mais avec un angle assez différent. Vous avez inauguré récemment un nouveau jardin au nord de la ville. J'ai vu que vous l'aviez appelé Ilan Halimi. Oui. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette stratégie colle un peu trop à l'image de Bagneux? Alors, je vais dire que d'abord j'étais vraiment très heureuse et en même temps très émue qu'on puisse donner le nom de ce jardin à Ilan Halimi. Peut-être que vous savez que Ilan, ça veut dire arbre en hébreu. Donc, on avait déjà planté un arbre dans le parc Richelieu, évidemment, il y a 13 ans. Et donc, moi, j'avais dit que quand il y aurait un futur espace vert qui serait en ville, on le dédierait à Ilan Halimi. Je pense que c'est extrêmement important. Moi, je ne pense pas que ça, que honorer la mémoire d'Ilan Halimi, n'importe comment, ce qui s'est passé à Bagneux, je veux dire la mort de ce jeune, les conditions dans lesquelles il a été séquestré, torturé, ça s'est passé dans notre ville et que ce n'est pas la peine de vouloir effacer cette histoire. Ça fait partie de l'histoire de la commune et au contraire,
il faut en faire une histoire de combat de notre ville. Enfin, en plus, c'est beaucoup dans l'actualité aujourd'hui, de combat contre l'antisémitisme, contre la haine, et en faire aussi un moyen pour éduquer nos jeunes. Je pense qu'il faut revenir sur ces questions-là, des préjugés antisémites, de ce qui se dit et qui n'est pas acceptable, et que c'est ça qui fait qu'on peut vivre ensemble et être fiers d'être tous ensemble à Bagneux, donc rassemblés. Donc non, moi j'étais plutôt... je disais heureuse dans le sens, évidemment, ce drame, moi, m'a beaucoup touchée. Je pense qu'il a beaucoup touché les habitants de Bagneux. Et il me touche encore, mais heureuse dans le sens où c'était un moment où les Balnéolais se sont retrouvés pour dire qu'ils n'avaient pas oublié et le dire qu'on continuerait ensemble ce combat contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre la haine, et qu'il n'y a plus que jamais besoin en ce moment de le faire, quoi. Oublier, c'est pas forcément le meilleur moyen de tourner la page. Non, voilà, tout à fait. Je crois qu'au contraire, il faut en parler avec nos enfants, avec nos jeunes. C'est important. Une autre question qui est arrivée sur Facebook, elle vient de Jérôme Marié. Pour quand est prévue la démolition du magasin Casino? Du magasin supermarché Casino. Alors oui, les travaux vont commencer bientôt de ce projet. Alors, il va être démoli et reconstruit, puisqu'il y a un projet de démolition, reconstruction donc du supermarché Casino, avec une extension d'ailleurs de ce supermarché, et puis des logements au-dessus. Peut-être que vous avez vu qu'à côté, donc sur une parcelle juste à côté, qui appartenait donc à EDF, est en train de se construire un magasin provisoire, alors qui sera vraiment plus petit que le Casino actuel, mais pour éviter que les habitants soient privés complètement de cette surface alimentaire pendant les 2-3 ans de travaux. Donc dès que le magasin provisoire sera terminé, les travaux commenceront. Tout à fait. Une question de Joséphine. Pourrions-nous avoir des abris pour les encombrants et des poubelles à la résidence Jacques Brel? Alors, ça ne dépend pas de moi. Ça, la résidence Jacques Brel, elle est gérée par IDF Habitat. Il y a des bailleurs qui ont fait le choix de mettre des locaux encombrants, mais parce qu'ils en ont. Il y en a d'autres qui n'ont pas fait le choix, mais aussi parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de locaux disponibles. Donc, je ne sais pas si cette personne parle d'un abri plutôt sur l'espace de la résidence, mais j'allais dire en extérieur des locaux existants ou pas. Mais voilà, ça peut faire partie d'une demande aussi que formulent ensemble les locataires auprès d'IDF Habitat. Je sais qu'ils le font, par exemple, je pense que il y a des locaux qui sont prévus pas forcément pour les encombrants, mais pour les bacs ordures ménagères sur la place des Terres, suite à une demande de l'amicale des locataires, mais c'est le même bailleur. Donc je pense qu'il faut éventuellement, mettez-vous à quelques locataires et écrivez à votre bailleur. Et moi, je peux tout à fait soutenir la demande si elle est réalisable. Il n'y a pas de souci. J'en profite pour dire que quand vous avez des encombrants, il y a une déchetterie sur Bagneux toutes les semaines, et donc vous pouvez demander gratuitement auprès du SICTOM, c'est facile à faire, avoir une carte qui vous permet d'aller à la déchetterie de Bagneux, mais aussi dans toutes les autres déchetteries gérées par le SICTOM. C'est gratuit, et cette carte vous permet, quand vous avez quelque chose d'un peu volumineux à jeter, au lieu de le mettre sur la voirie et que ça gêne tout le monde, d'aller le porter au bon endroit. Très bien. Farid vous pose cette question. Le mois dernier, un enfant a été renversé devant l'école Paul Vaillant-Couturier. C'était le matin. Est-il prévu de renforcer la signalétique devant cette école? Et si oui, dans quel délai? Alors, on a effectivement alerté sur la situation. Alors, c'est une voirie départementale. Donc, elle n'est pas municipale, cette voirie-là. Donc, on a alerté suite à cet accident, donc le département, sur la dangerosité de ce passage, ces passages, parce qu'en fait, les enfants, notamment qui viennent de l'abbé Grégoire, n'ont pas toujours le passage piéton et traversent un petit peu au milieu. Cette avenue est très très large. Donc ça fait partie des questions qu'on a demandé d'étudier au département. J'espère qu'on aura une réponse positive, mais on est bien...
j'espère. Oui, j'avais été très très inquiète. Au final, ouais, ça va? Oui, tout à fait. C'était pas trop grave, mais bon, ça aurait pu l'être, donc c'est préoccupant. Une question de Sabri Tib. Que pensez-vous de la dégradation des HLM des Cuverons qui s'accroît de jour en jour? Cela devient invivable. Oui, alors c'est d'autant plus dommage que voilà, ça avait été réhabilité. Alors maintenant, il y a quand même un petit moment, hein, l'immeuble des Cuverons. Je pense qu'il y a plusieurs problématiques, mais il y a notamment des problématiques, moi, que j'ai bien en tête, de présence de rats, mais aussi de présence d'encombrants, de poubelles, de choses qui n'ont rien à faire à l'extérieur des logements. En permanence dans la résidence. Il y a une réunion prochainement avec le bailleur, les services de la ville, les services de Vallée Sud Grand Paris qui sont chargés de la collecte des ordures ménagères, des encombres, etc. pour voir quelle action collective on peut mettre en place. Mais moi aussi je suis préoccupée, il faut qu'on appelle aussi au respect de tous et bien sûr que le bailleur fasse tous les gestes et les travaux utiles quand c'est nécessaire de le faire. Cilia vous pose cette question. Qu'en est-il des aides pour les offres de stage dans le cadre des études supérieures? Aucune réponse ne m'a été apportée. Je fais mon stage de 3e année dans le 93 avec 3 heures de route par jour. Alors normalement, le service municipal de la jeunesse, on a un dispositif donc, qui est rue Jean Longuet, où donc toutes les personnes qui souhaitent, tous les jeunes, pardon, excusez-moi, pouvoir faire un stage, donc sont accompagnés dans leur recherche. Donc je ne sais pas par où est passée cette jeune femme, je regrette qu'on n'ait pas pu essayer de l'accompagner, mais donc le service municipal de la jeunesse fait cet accompagnement, donc soit en allant à Marc-Lanvin, soit en allant à la maison Thierry Erard, tout à fait, rue Jean Longuet. Donc il ne faut pas hésiter à faire passer le message et à nous interpeller dans ces cas-là. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils trouvent le stage. Non, après, il s'agit d'études évidemment supérieures. J'ai bien compris, c'est pas pareil qu'un stage de 3e, mais en tous les cas, donc on peut tout à fait accompagner et aider. Je sais bien que c'est souvent plus difficile pour les stages d'études supérieures, parce que ce sont souvent des stages rémunérés, donc les entreprises sont plus difficiles à trouver, mais en tous les cas, c'est le rôle du service jeunesse d'accompagner les jeunes de la commune. Il faut le faire. Une question de Vio. Quand vont commencer les travaux à la DGA, c'est-à-dire au Mathurin? Alors oui, les Mathurins, oui, on en parle souvent et on a l'impression de rien voir venir. Bon, ce sont des projets extrêmement lourds. On est sur un site de 16 hectares, je rappelle, donc des logements, de l'activité économique, un lycée, un gymnase, un groupe scolaire, de la voirie, tout est à créer dans ce secteur-là. Un parc qui va être prolongé sur près de 2 hectares. On va allonger le parc François Mitterrand. Là, donc, on va entrer en 2019 dans une première phase active, puisqu'il y aura des concertations donc, avant l'été, concernant donc, toute la partie sud du terrain, donc sur les premiers 600 à 700 nouveaux logements. Donc les concertations vont être lancées, les habitants, avec une expo itinérante des projets donc, qui seront proposés par les architectes, un avis citoyen qui sera demandé aux habitants donc, sur ces projets. Donc là, on va rentrer dans une phase très très active. En préalable, va commencer bientôt des travaux de démolition et consolidation du terrain, parce que vous savez aussi qu'il y a 2 ou 3 niveaux de carrière, donc il y a des endroits, il faut d'abord mener tout ce travail, mais donc on aura des rendez-vous, vous pourrez venir participer là très prochainement sur des concertations. Il y a une fête aussi prévue sur le site des Mathurins. Tout à fait, mais je n'ai plus la date en tête. Le 23 mars. Bravo, sauf merci. Erreur de ma part, mais je crois que c'est ça. Oui, le 23 mars, oui, donc on aura un moment de retrouver. Oui, je savais que c'était mars, mais j'avais plus la date en tête. Une question de Françoise Poul à Lyon. Pourquoi le parc Nelson Mandela n'est-il pas entretenu? On a beaucoup de questions sur les parcs. Il est entretenu, donc régulièrement, par le service des espaces verts
de la ville. Alors, il y a la partie Parc Mandela est entretenue par la ville. Le reste qui est autour, la rue de Tir-au-Vacant ne nous appartient pas. Enfin, il y a une partie qui est au Bailleur, qui est à Touéjoie, l'autre qui est dans la Pierre Plate à Domaxis. Mais voilà, on entretient ce parc, nous, de manière régulière. Nos équipes y passent de manière régulière. Là aussi, j'ai envie de dire que voilà, des fois, je passe et je vois un niveau d'incivilité, je le dis, qui est aussi pas acceptable, quoi. Dans des espaces verts, voilà, j'appelle tout le monde aussi à faire de l'éducation auprès de nos enfants et de nos jeunes, mais c'est pas forcément qu'eux qui salissent. Ouais, quand on y va avec les enfants pour goûter, ben, voilà, on jette pas les papiers partout par terre dans le parc, il y a des corbeilles, il y a des... Enfin voilà, il faut vraiment que là-dessus, on soit tous collectivement attentifs et tous collectivement responsables du bien vivre dans ces parcs, dans nos rues, etc. Donc, il y aura des nettoyages citoyens à nouveau, proposés. D'ailleurs, il y en aura un à la Pierre Plate mi-avril, je crois que c'est 13, enfin un samedi d'avril, mi-avril, il y aura un nettoyage citoyen à la Pierre Plate. Il y en aura un autre un peu plus tard dans le quartier des Ballons-Champs avec Grégoire Mirabeau. Donc on continue aussi avec des citoyens volontaires, pas pour dire que c'est les citoyens qui doivent nettoyer la ville, bien sûr, à la place des équipes, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'essayer dans ces moments-là, de sensibiliser tout le monde, de faire participer aussi voilà, des familles avec leurs enfants voilà, à avoir une citoyenneté active et à tous s'occuper de notre ville, quoi. Et de son quartier. Une question de Albino. Que faites-vous pour les voitures qui stationnent sur les trottoirs? Est-ce que du coup il est gratuit quand on se gare sur un trottoir? Que faire pour éviter les voitures ventouses sur le parking gratuit Thorez, avenue Albert Petit? Alors bah, écoutez, ceux qui stationnent mal, il faut les verbaliser, donc il n'y a pas d'autre solution. Et sur les voitures ventouses, on les fait enlever, donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter. La police municipale ou le service citoyenneté, voilà, de la ville est à votre disposition. Vous nous envoyez un mail à la citoyenneté en disant qu'à nouveau on en enlève. On l'a déjà fait enlever donc sur le parking Thorez, je l'ai bien en tête. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Et donc de manière très très régulière, on fait des enlèvements de voitures dangereuses, de voitures ventouses, de voitures sans assurance. Voilà, et à verbaliser également quand c'est nécessaire. Bon, je le dis, j'en reçois aussi beaucoup de protestations parce que nous verbalisons. Je le dis aussi, donc quand on verbalise, me demandez pas de verbaliser, après me demandez pas de faire enlever les amendes. D'abord, je ne le fais pas. Donc, mais voilà, je dis c'est souvent difficile puisque quand on se met à verbaliser dans des secteurs, on verbalise tout le monde, même celui qui s'est arrêté que 5 minutes. Quoi. Voilà, il faut respecter voilà. le règlement. Ouais, le règlement, il est pour tous. Oui, tout à fait. Michel vous pose cette question. J'étais au grand débat du 7 février oui. À l'espace Léo Ferré. C'était une très belle soirée et j'ai reçu votre lettre. Vous nous invitez à poursuivre, mais comment faire? Comment être sûr que le gouvernement entendra nos revendications? Alors, pour être sûr, il faut qu'on continue à appuyer sur la pédale, j'allais dire, parce que d'abord, c'était une très belle soirée. Je partage ce que dit le monsieur, parce qu'il y avait 300 personnes, et c'était... voilà. Une dame, c'est pas grave. Ah, c'est une... pardon. Michel, vous ne pouviez pas dire. D'accord. Mais c'était d'abord un climat serein, une belle confrontation voilà, d'idées et de propositions, et puis une vraie appétence au débat, quoi, une envie de donner son point de vue, de débattre. Évidemment, sont beaucoup revenus les questions du pouvoir d'achat, les questions de la démocratie, du rôle des élus, les questions de l'avenir de la planète, en gros, comment on s'y prend pour sauver quand même notre bien commun qui est là où on vit, quoi, sur la planète Terre. Donc c'est des questions qui sont vraiment revenues dans toutes les tables, parce que en fait on a fait un PV table par table, un procès verbal pardon, et qui va être adressé donc au gouvernement. Moi je dirais le 15 mars avec les élus remettre
à l'Élysée donc les cahiers citoyens et toutes ces contributions de cette soirée. Mais évidemment, moi, ce que je souhaite, c'est que ce qu'ont exprimé nos concitoyens et ce qu'ils expriment maintenant depuis des semaines et des semaines et des semaines, par des manifestations ou par des avis qu'ils émettent ou dans des débats ou sur les cahiers citoyens, et ça soit entendu. Le pire serait de dire on fait un grand débat et que demain il ne se passe rien, et que ce qui est vécu en termes d'injustice, moi j'ai beaucoup entendu les retraités qui on avait mis la CSG, pression qu'en gros celles et ceux qui vivent de leur travail, ils sont mis de plus en plus à contribution, que tout augmente, puis qu'à côté les plus riches, on leur a redonné de l'argent parce que comme s'ils n'en avaient pas déjà assez. Donc ça impose évidemment des mesures fortes, et je crois que ça impose aussi que voilà, il y ait les actions continuent ensemble. Voilà, il faut continuer ensemble à se mobiliser, à faire entendre la voix voilà, de la majorité du peuple de Bagneux comme de France, qui a besoin de changement, de justice et de dignité tout simplement. Mais voilà, ça impose des mesures fortes aujourd'hui, hein. Je ne reviens pas sur les profits du CAC 40, les Google et Amazon qui ne payent pas d'impôts, voilà, on a tous en tête, c'est à ça qu'il faut l'évasion fiscale, c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Pas demander aux concitoyens de se serrer la ceinture et à côté continuer comme ça. Donc voilà, je pense qu'il faut continuer. Voilà, il faut agir ensemble, il ne faut pas baisser le niveau de la mobilisation. En tout cas, au moins, on en parle aujourd'hui de ça, et c'est bien. C'est ce qui peut peut-être permettre de maintenir la pression, comme vous dites. Une question de Jamel. J'ai fait partie des balnéolais qui ont pu rentrer sur le site des Mathurins il y a près de 2 ans. Où en est ce projet d'aménagement? Y serons-nous associés? On a un petit peu répondu tout à l'heure. On ne revient pas du coup. On ne va pas revenir parce qu'il y a beaucoup de questions. Avec le retour des beaux jours, les rodéos recommencent souvent pendant des heures avenue Paul Vaillant-Couturier. Comment faire pour que ça s'arrête et éviter un accident? C'est une question qu'on a C'était le cas d'ailleurs la semaine dernière, tout à fait, pendant plusieurs jours. Le commissaire de police de Bagneux est très informé parce que je l'ai sollicité moi immédiatement. Alors d'abord, la première chose, appeler au commissariat. J'entends des fois nos concitoyens qui disent oui mais ça sert à rien. Non, ça ne sert pas à rien quand vous appelez, et quand vous n'êtes pas un à appeler mais que vous êtes 15, 20 ou 30 à appeler, je peux vous dire que voilà, que ça ne sert pas à rien, parce que c'est aussi comme ça que voilà, les forces de l'ordre prennent en compte que voilà, c'est pas une personne qui a appelé parce que ça la gêne, c'est très massif. Il y a une nouvelle loi sur les rodéos de scooters qui permet aujourd'hui à la police de pouvoir être plus contraignante. D'ailleurs, donc sur cette avenue, il y a eu une interpellation la semaine dernière en utilisant cette loi. Donc vraiment, c'est possible, mais voilà, je vous demande, moi, appeler au commissariat dès que ça se produit de manière régulière. Ça ne sert pas à rien. C'est comme ça aussi que la police voilà, intervient et a les moyens d'intervenir. C'est en fonction d'une demande qui est récurrente, et voilà, qu'on puisse voilà, vraiment stopper ça, parce que d'abord c'est bruyant, mais c'est aussi très dangereux pour les piétons, pour les enfants, les personnes âgées. L'heure tourne, on va prendre 2 questions pour terminer. Une question de Karine. Le marché provisoire à Léo Ferré fonctionne bien, mais on attend avec impatience la réouverture de la halle. Pour quand est-elle prévue, cette réouverture? Alors, les travaux, on est dans la phase finale des travaux de la halle. Donc, d'ici 15 jours, 3 semaines, les travaux seront terminés sous la halle. Les commerçants vont petit à petit l'investir, mais ce ne sera pas tout de suite ouvert. On sera sur une ouverture, je pense, mi-mai, à peu près, où les habitants, les clients pourront aller dans la halle faire leur marché, parce qu'il va y avoir une période où l'installation des commerçants pour équiper leur nouveau stand, etc. Donc voilà. Et ensuite, donc il y aura, quand on aura réintégré les commerçants dans la halle, on démontera la halle provisoire et on fera la deuxième phase, qui est la réfection complète de la place Léo Ferré.
Et donc, dernière question, elle concerne les zones à faible émission. C'est la dénomination. ZFE, oui. C'est Boubacar qui vous pose cette question. J'ai entendu dire que les voitures critères 5 ne pourront plus circuler à partir de la fin de l'année. Est-ce que c'est vrai? Alors, la métropole du Grand Paris a effectivement voté ce qu'on appelle la ZFE, qui est l'interdiction des vignettes critères 5, normalement, dès cet été. L'été 2019. Je dois vous dire que je me suis abstenue sur ce vote. Moi, je me suis abstenue pourquoi? Parce que je n'aime pas trop m'abstenir. D'habitude, je suis plutôt pour ou contre, mais pourquoi je me suis abstenue? Moi, j'ai conscience que, évidemment, on ne peut pas continuer à laisser circuler des voitures extrêmement polluantes, etc., dans notre région très dense où c'est difficilement supportable. Mais je me suis abstenue parce que j'ai aussi conscience que celles et ceux qui ont ces véhicules-là, ce sont souvent les travailleurs les plus pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter autre chose, parfois des petits commerçants, parfois des petits artisans, et que je trouvais que les aides qui étaient proposées pour surtout l'achat, c'était sur l'achat que de véhicules électriques d'ailleurs, les aides de la métropole, ne sont pas suffisantes pour accompagner dans l'achat d'un nouveau véhicule celles et ceux qui ont des faibles moyens, des faibles revenus. Et donc, moi je ne crois pas à une écologie qui soit punitive et qui renvoie aux personnes que vous n'avez pas beaucoup d'argent, tant pis, à partir du mois d'août, vous ne pourrez plus circuler avec votre véhicule. Donc c'est une vraie question. Moi, je continue à me battre avec plusieurs collègues à la métropole pour que les aides et l'accompagnement soient au niveau. Je rajoute aussi que on parle d'aides très favorables pour les véhicules électriques. Encore faut-il qu'il y ait dans nos villes, dans nos résidences, dans nos logements sociaux, des bornes pour recharger ces véhicules. Donc moi je suis pour qu'on aille évidemment vers l'abandon des véhicules les plus polluants, mais il faut qu'il y ait des étapes et il faut aussi que les transports, je rajoute une dernière chose là-dessus, que les transports soient vivables pour celles et ceux qui ont besoin de les prendre. Et aujourd'hui, les gens sont transportés dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Moi j'ai tous les jours des lettres sur le RERB, sur la saturation des lignes, sur les bus qui ne sont pas réguliers, etc. Donc si on fait ça, si on veut que les gens laissent leur voiture, il faut pouvoir les transporter correctement. Et donc je vous explique un peu ma position et ma bataille sur ce point, qui n'est pas quelque chose de simple, mais il faut quelque chose d'équilibré en tous les cas, qui n'apparaisse pas punitif pour les habitants. Merci, donc c'est déjà la fin de ce Facebook Live. Merci Madame le maire. Merci. Très bonne soirée et à très vite pour un nouveau rendez-vous numérique.